Eh bien, on espère vous retrouver, mon cher Carlo Brusa, à la prochaine fête et vous conserver d'ailleurs et vous immortaliser parce que vous faites partie de ces, on parlait de dissidents, des résistants qui avaient su se lever à l'époque où il fallait le faire, c'est-à-dire en 2020 en particulier, où ce grand narratif de la pandémie, de la peur a pu saisir le monde et où nous avions en France aussi, eh bien, fort à faire avec le chef de l'État, avec Emmanuel Macron, et vous vous êtes dressé à ce moment-là. J'ai envie de dire, je vais vous poser tout de suite, déjà je vous salue, j'oublie l'essentiel. Bonjour Maître Brouza et bienvenue dans cette matinale de GPTV déjà, pour commencer. Bonjour Nicolas, je suis très heureux de te retrouver, très heureux de participer à cette émission et surtout de participer à GPTV. Et effectivement, je n'ai pas pu venir à cette fête parce que je n'étais pas là. Je me déplace pas mal entre des conférences et des petits colloques, des échanges avec les collectifs de Réaction 19. Voilà, là, et là, j'ai l'occasion, je suis très heureux d'être là. Donc, je suis à ta disposition pour tenter d'apporter quelque chose encore, si cela est possible. C'est possible, c'est toujours possible, tout est possible avec Carlo Brusa. Et justement, ce qui m'intéresse là, c'est d'interroger. Nous sommes à 5 ans, c'est pas un anniversaire d'ailleurs, on ne peut vraiment pas dire ça. Il y a 5 ans, nous avions donc un chef d'État qui, devant nos écrans, nous étions ébahis, nous dit nous sommes en guerre, s'en suivra des confinements, des atteintes aux libertés, toutes plus choquantes les unes que les autres et qui choquera évidemment un avocat comme vous, Carlo Brusa, et puis la tentative échouée heureusement de vaccination obligatoire, enfin ça dépend pour qui, pour certaines professions elle l'était, des passes sanitaires et j'en passe. On a l'impression aujourd'hui, en 2025, qu'un narratif chasse l'autre. Le narratif de la pandémie, eh bien, on succède le narratif de la Grande Guerre. À nouveau, nous sommes en guerre. On n'en finira donc jamais, Maître Brousa. Donc, j'aurais aimé déjà votre analyse de la situation actuelle par rapport à la situation passée, que vous avez bien connue, ce qui a expliqué la création de de ce réseau et de cette association par ailleurs, Réaction 19. Alors, le narratif qui est appliqué depuis longtemps, même bien avant l'affaire du Covid et l'affaire sanitaire, est le narratif d'une démocratie et d'une république, une démocratie pas simplement française, mais la culture européenne qui est en pleine décadence. Pourquoi? Parce que nous avons un effritement progressif de ce qui est la représentation du peuple, un éloignement progressif de ceux qui dirigent et le peuple, mais ceci n'est pas depuis le Covid, c'est bien avant. En réalité, je pense que la situation s'est révélée au grand jour quand le peuple français par référendum, c'était la dernière fois où le peuple s'exprimait, a voté contre le traité, et à travers un coup de force, le président Sarkozy 2005-2007, avait convoqué le Congrès et il a fait passer l'intégration de la France à l'Union européenne. À partir de là, nous avons la trahison de la volonté du peuple, et à partir de là, nous avons quand même une conception de la gestion du peuple qui ne se fait plus par un mécanisme démocratique, par un mécanisme électif. Étienne Chouard l'explique très très bien, et je partage à 100% sa vision des choses par rapport à ce qu'est le narratif élection, scrutin, problématique de la représentation et la manière même de présenter des candidats aux éventuelles élections. Et on voit très bien qu'à partir de là, à partir du moment qu'il n'y a plus d'un projet de société, qu'il n'y a plus un projet démocratique, garder le peuple, le garder sur sa houlette et le contrôler nécessite autre chose. Le contrat social est rompu. Le contrat social implique un échange de confiance entre les citoyens et ses représentants entre eux et les citoyens entre eux. Ce contrat social a disparu, donc automatiquement, à partir du moment qu'il n'y a plus de contrat social, mais que l'unité n'existe plus autour de la bannière de la République, et non plus autour de certaines valeurs qui peuvent faire l'objet d'une vision philosophique d'une société. Moi, quand j'ai fait mes études et on analysait même le communisme est avant tout une philosophie. Après, il se transforme dans une réalité politique qui va générer différents types de structures sociales que l'on peut partager ou ne pas partager. Il n'en demeure pas moins qu'il y a un projet.
Or, nous, aujourd'hui, nous ne vivons plus dans un projet politique, parce que le projet politique de l'Union européenne n'existe pas, est éphémère, est une sorte de contrainte imposée par les élites à des peuples qui ne se ressentent absolument pas autour de certaines valeurs communes. Qu'est-ce que lit en français un danois? Qu'est-ce que lit en français un hongrois? Qu'est-ce que lit en français même un italien? Aujourd'hui, il y a quand même une problématique qui me semble essentielle, c'est que les valeurs disparates des différents peuples qui font partie des 27 ne permettent pas une sorte d'unité culturelle, politique et démocratique, parce que nous sommes encore aux antipodes. Mais pas parce que moi je suis contre l'Europe en tant que telle. Mais l'Europe, ce n'est pas une construction qui se fait par le haut, c'est une construction qui doit se faire par le bas. Si nous voulons une démocratie, ce sont les peuples qui doivent faire l'Union européenne et pas les élites qui ne font que jouer une forme de plutocratie politique. Et là, je suis d'accord avec Valérie Bougot aussi sur son analyse, disons, sociopolitique et même économique de la réalité française et européenne, qui fait qu'aujourd'hui, pour garder effectivement les gens et leur imposer une sorte d'esclavage mental, psychologique et économique, eh bien, on met en place tous les moyens pour que les gens soient dans la contrainte. Quand ils ne le sont pas sur un plan financier, il faut qu'ils le soient sur un plan psychologique. Quand ils ne sont pas sur un plan psychologique, il faut le faire sur un plan financier. Je vous rappelle tout simplement que Rawls, en 1974, quand il crée la social-démocratie, il dit « Donnez une maison à tout le monde, vous n'aurez plus de révolution ». Ça veut dire tout simplement, mettez-les dans la contrainte de devoir rembourser un prêt et vous n'aurez plus de révolution, parce que les gens, on voit quand même que le dernier phénomène est un phénomène assez extraordinaire en France, et sur les Gilets jaunes, qui ont été un révélateur qui a fait peur, non simplement à la France, mais à l'Europe entière, parce qu'il pouvait y avoir une tâche ville qui a été bloquée au prix de quelques dizaines de milliards, 10 ou 13 milliards pour tenter de mettre fin à ce qui était une tâche, utilisons ce terme-là, une tâche démocratique, une sorte d'abus de démocratie quand même. C'est assez extraordinaire de voir comment les choses ont évolué et qu'aujourd'hui, on est quand même dans des contraintes financières qui sont bien au-delà de ce qui est arrivé lors de la naissance des Gilets jaunes au prix de l'essence qui était d'1 € à 1,50 €. On est bien au-delà et rien ne bouge. On est là Oui. et on a un président qui est en train de gagner des points parce qu'il s'est érigé en grand Napoléon en tentant d'aller faire la campagne de Russie. Mais je dirais une chose, et je terminerai sur ce point-là. Oui. Aujourd'hui, pour moi, le Covid a été un banc d'essai, mais qui a mis au grand jour, il a révélé la décadence absolue. Moi, quand je regarde tout ça, je ne regarde pas ça avec tristesse, parce que sur certains aspects, ça m'a réveillé aussi. J'étais un avocat qui payait ses impôts, qui a toujours payé ses charges. Je n'ai jamais eu 1 € en 30 ans de pénalité. J'ai toujours respecté, parce que je savais aussi que peut-être un jour, ça aurait été bien de ne pas offrir le talon d'Achille, parce que bien, quand j'ai commencé au mois de mars 2020 à me battre, et j'étais le seul, parce que soyons clairs, je ne connais pas un deuxième avocat à l'époque qui a osé prendre des positions comme celles que j'ai prises au prix. Vous avez été le premier que j'ai invité, dont acte, puisque dès avril, en tout cas dès que j'ai eu connaissance de votre combat, et ça a été en effet très vite, vous avez, j'en atteste, comme j'étais le premier journaliste aussi sur la bande FM à en parler, j'ai tout de suite pris Carlo Brusa, c'est absolument exact, j'en atteste. Je vous remercie, mais c'est un rappel qui fait honneur à votre démarche, votre engagement, et je le sais très bien, et ça démontre quand même que ceux qui nous ont taxés à l'époque d'exploiter en courant pour arriver à certaines fins, bon, aujourd'hui, ils ont fermé leur gueule, et le temps a permis de répondre sans avoir besoin de faire des procès. Les injures, les diffamations, les insultes que j'ai reçues m'ont forgé, ils m'ont donné beaucoup de force, parce que en même temps, en utilisant l'euphémisme macronien, j'ai cultivé en moi peut-être une spiritualité qui avait disparu. J'utilise ce terme-là, pourquoi ? Parce que quand effectivement nous sommes dans le matérialisme économique dans lequel on grandit simplement dans la culture de l'avoir et pas de l'être, on se bat pour payer des impôts, pour élever ses enfants, et c'est du matériel, même avant même de penser à l'aspect psychologique, c'est matériel. Il faut de l'argent pour payer des études, il faut de l'argent pour payer une maison, etc. Mais quand à un moment donné, vous commencez à constater que
la matérialité ça sert à rien, que vous soyez milliardaire ou pauvre. La position du pouvoir est identique, vous êtes confiné, vous devez fermer votre gueule, etc. Si vous ne cultivez pas autre chose en vous, vous ne pouvez que mourir. Et c'est parce qu'effectivement, j'ai cultivé aussi une forme de spiritualité qui était celle de dire, OK, je me retrouve face à cette contrainte, mais qu'est-ce que je peux faire pour me libérer et peut-être aider les gens par rapport à ma culture de juriste, pour leur donner des clés de lecture pour ne pas se sentir étouffé par les paroles du président, par une attitude gouvernementale, etc. Moi, je n'ai jamais appelé la révolution, je n'ai jamais appelé les fourches, les fusils. J'appelais simplement à utiliser l'esprit critique, à comprendre que ce qui se passait, il y avait des choses qui clochaient, et en donnant toujours une clé de lecture qui était l'utilisation du droit. Et après, je remercie mes cours de philosophie du droit, je remercie François Terré qui m'a appris ce qu'était le sens d'Antigone, et cet Antigone était présent en moi, il dormait en moi, il n'avait qu'une seule chose, c'était d'avoir un déclic pour se réveiller et pour comprendre qu'entre ce qui est la loi et le droit, ben, il y a un grand décalage. La loi peut être injuste, parce que ceux qui ont le pouvoir de le faire peuvent faire des lois qui sont liberticides, destructrices, autoritaires, alors que le droit est autre chose. Le droit est une armure qui permet de se battre contre la loi injuste, contre celles et ceux qui abusent de leur pouvoir. Et aujourd'hui, nous vivons une situation qui est, pour moi, extrêmement grave. Extrêmement grave parce que avec le Covid, avec les questions sanitaires, nous avons un phénomène qui était un phénomène qui pouvait sembler transitoire. Mais aujourd'hui, avec l'art de la guerre, en utilisant le titre d'un fameux livre du Sun Tzu, qui effectivement permet de comprendre aussi un peu ce qui se passe aujourd'hui, nous sommes en train de tenter d'anéantir tout esprit de critique, d'analyse, de réflexion, en construisant vraiment une sorte de religion de la pensée qui a commencé avec le Covid, mais que nous avons réussi à combattre. Aujourd'hui, je constate, et je le dis avec effroi, que la bataille contre la pensée unique ukrainienne, pensée unique telle que découle aujourd'hui de la volonté de Macron et de von der Leyen, notamment de s'ériger en bastion avancé de la défense de liberté, est encore plus difficile à combattre. Nous constatons quand même que celles et ceux qui osent se placer dans un discours qui soit plus critique sont aussi censurés de ce qui se passait avant. Ça veut dire que l'histoire les gens pensaient que la censure n'était que entre les mains des grands conglomérats économico-financiers comme Vanguard de BlackRock, qui contrôlent aussi Meta, Facebook, etc. Mais aujourd'hui, on constate que la censure et la pensée unique n'est plus entre les mains des grands conglomérats. Ce sont les États eux-mêmes. Aujourd'hui, on est capable de crier au scandale de ce qui se passe en Turquie, et l'Europe va conditionner les élections en Roumanie et modifier la donne en Roumanie. Donc là, nous sommes quand même dans une situation dans laquelle ce que j'avais dénoncé, le mot dictature, je me rappelle des gens sur TF1, LCI qui m'avaient invité, avaient crié au scandale parce que j'avais osé parler de dictature, mais le mot dictature est une définition à géométrie variable. Quand les gens me disaient, mais alors si t'es pas content, casse-toi, Rital et barre-toi en Corée du Nord, moi je dis, écoutez, la dictature n'est pas simplement la Corée du Nord. Une dictature, c'est aussi un moment, un pays dans lequel la liberté d'expression est en péril. On a vu quand même que c'est le seul pays au monde qui a, en dehors des pays démocratiques, qui a fermé une télévision. On est quand même un pays qui a fermé une chaîne de radio et de télé comme RT France. On a quand même fermé C8, et je n'ai pas vu tous les défenseurs des grandes libertés réagir. Les confrères, je n'ai pas vu beaucoup sauter en disant « moi j'étais à la manifestation avec Florian Philippot » et d'autres gens de tous bords. Il n'y avait pas que des patriotes, il y avait plein de gens de Réaction du 9 aussi qui n'ont rien à voir, mais je ne dis pas parce que je suis en train d'insulter Philippot. Je dois dire, c'est que c'est le seul qui avait organisé une manif pour la défense de la liberté d'expression et ce qui se passait avec la com. On a vu quand même, on a vu quand même que on a fermé une chaîne et des gens qui travaillaient à la com rigolaient dans un restaurant. On n'a même pas déposé un recours à révision. C'est-à-dire qu'il y a quand même des choses très graves
très étranges qui se passent aujourd'hui en politique en France, des choses graves et très étranges qui se passent en politique européenne et en géopolitique. Aujourd'hui, le peuple, pour moi, a perdu sa bataille. Il n'a pas perdu la guerre. Le monsieur qui était invité avant, que j'ai déjà entendu écouter, il parlait du petit ruisseau. Ben, nous sommes toujours de petits ruisseaux, mais pour le moment, nous n'avons pas réussi à faire grand-chose. Pour le moment, la rivière n'est pas encore née. Nous continuons à nous battre, mais il y a eu énormément de dispersion. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que nous n'avons pas réussi à trouver un leader de cette pensée, je dirais, complémentaire, sans créer une nouvelle doxa. On n'a pas de leader politique parce que les leaders politiques qui se placent en opposition sont cuits. Pour moi, M. Asselineau est quelqu'un qui est cuit, même s'il dit des choses parfois intéressantes, mais c'est quelqu'un qui vit de manière très solitaire son opposition. n'a pas réussi à créer une forme de rassemblement. Florian Philippot, on connaît ses devoirs avec le RN et aujourd'hui, il fait un travail qui est très intéressant, mais il est extrêmement détesté. Beaucoup d'autres sont dans une forme d'opposition individualisée. Donc, c'est bien que vous avez fait votre fête du 1er mars dans laquelle on dit on est tous là, on est tous réunis, il y a beaucoup de monde, etc. Il n'en est même pas moins que nous n'avons pas réussi à construire une alternative politique qui pouvait être effectivement le fruit de celles et ceux qui ont réfléchi d'une manière différente en utilisant l'esprit critique. Et le problème qui se pose, c'est que nous n'avons pas réussi à construire, j'en ai parlé souvent avec d'autres personnages que j'avais parfois invités, même sur Réaction du Neuf, si nous ne forgeons pas une philosophie politique qui permet de devenir une sorte, pas de programme politique, c'est pas un programme, c'est pas on va vous faire des ponts et des chaussées. Une philosophie politique, c'est une philosophie aussi du bonheur. Quelle est la société que nous voulons? Est-ce que nous voulons créer une société dans laquelle les gens puissent tenter d'être heureux? Bonheur public, bonheur privé, comment est-ce qu'ils se marient? La question se pose au moins depuis la Révolution. Oui, mais on peut tenter. La Révolution avait apporté des réponses qui étaient des réponses maçonniques. On le sait parce que la Révolution française est une révolution maçonnique, la codification, tout ce qui est la base de la pensée philosophico-juridique, elle est maçonnique, mais dans le cadre de ce qu'on appelle la maçonnerie spéculative, cette maçonnerie n'a pas apporté ensuite une modification structurelle de la société. Elle a incorporé les préceptes monarchiques dans des pseudo-structures républicaines qui font que notre constitution de 1958 n'est rien d'autre que une constitution monarchique qui a très peu de relation avec la démocratie. Parce qu'après avoir constaté comment la démocratie était compliquée à gérer, ils ont préféré s'inspirer de la constitution de la monarchie de Juillet pour pouvoir réintroduire une forme de monarchie républicaine. Moi, je ne parle pas de ça. Je parle d'une philosophie dans laquelle aujourd'hui les gens peuvent penser être heureux parce qu'ils sont propriétaires d'une maison. Les gens sont heureux s'ils leur compte en banque. Et bon, nous avons pris de la culture occidentale et américaine beaucoup de choses qui sont l'esprit Coca-Cola, qui n'est pas un esprit du bonheur, parce que quand vous allez aux États-Unis, les gens ne sont pas heureux. Quand vous allez, moi je parle de pays, il y a des pays où il y a de la pauvreté, il y a même des gens qui vivent pas très bien, mais ils sont beaucoup plus heureux jour après jour. Vous allez au Brésil, le Brésil est un pays dans lequel les gens sont fondamentalement heureux et ils ne sont pas nécessairement riches. Vous allez, l'Italie du Sud est plus heureuse, plus joyeuse dans sa manière de vivre que l'Italie du Nord, qui est une Italie riche dans laquelle, effectivement, on vit un peu la française. En réalité, aujourd'hui, nous sommes dans un système permanent de pression dans lequel, au lieu de se libérer, mais pour se libérer, il faut faire ce que Solon avait fait au 5e siècle avant Jésus-Christ, la cessacteia, le rejet du fardeau. Pour vivre heureux, il faut se libérer du fardeau. Même, je ne dis pas que je rejette le matérialisme et la matérialité ou avoir des biens. Ce que je rejette, c'est la priorité du matériel sur le spirituel. Et quand je fais Réaction 19,
Et les gens me disent, ah là là, il a créé une association pour gagner du fric. Pas du tout. D'abord parce que, premièrement, j'avais pas besoin de Réaction du 9 pour vivre parce que ça fait quand même déjà 26 ans que je faisais l'avocat. Aujourd'hui, ça me fait 31. Deuxièmement, j'ai perdu beaucoup de clients parce que ils ont vu que Broussard, Carlo, avocat sérieux, était devenu complotiste et peut-être de péter une durite. Donc, ils ont quitté le cabinet. Ce n'est pas très grave. Je préfère vivre en conformité de ce que j'ai à l'intérieur de mon cœur que trahir moi-même. Parce que la première trahison dans la vie, quand on trahit des tiers, quand on trahit des personnes, c'est trahir soi-même. Et quand, effectivement, aujourd'hui, je me regarde sur glace et que je me suis battu pour tout ce que vous savez, la question des vaccins, la liberté d'aller et venir, la liberté de penser, de parole, etc. Je suis un des rares qui a entrepris des actions judiciaires. Vous voyez à l'échec, oui, comment voulez-vous, quand vous allez vous battre devant des juges qui se sont fait vacciner pour les tenter de dire attention à ce que vous êtes en train d'utiliser, ce sont des produits qui peuvent être éminemment contestables. Quand je parlais des effets, des problématiques posées, et aujourd'hui, on sait qu'il y a des décès, mais qui ne sont même pas des décès dénoncés par les complotistes, ce sont eux-mêmes les producteurs qui l'écrivent noir sur blanc. Quand tout ça apparaît au grand jour, les gens te disent, oui, merci pour ce que tu as fait. Eh bien, je suis très heureux. Merci pour ce que je fais parce qu'effectivement, je l'ai fait avant tout pour tenter de donner quelque chose qui n'avait rien à voir avec l'argent, qui n'avait rien à voir avec, parce que les gens qui ont versé 10 € à Action 19, ils ont permis à Action 19 de vivre depuis 5 ans, d'exister. Le 28 avril, ça va faire 5 ans que nous avons constitué et créé cette association. Elle tiendra encore quelques mois, quelques années, je ne sais pas, en fonction de ce qu'il adviendra. Je ne suis pas attaché comme un père avec un enfant. Je suis simplement attaché pour ce que je peux donner encore aux gens, de l'amour, de l'espoir, quelques idées, mais surtout beaucoup de spiritualité. Parce que dans tout ce que je fais, Nicolas, je peux vous dire une chose, c'est que c'est toujours la spiritualité qui m'a inspiré. La spiritualité, on entend quoi? C'est de privilégier l'être sur l'avoir. Vous appelez à la mise en place d'un euro numérique. Absolument. Absolument. Nos élites déroulent leurs plans contre nous. Mais nous aussi on a des plans contre eux. Déjà au travers de nos émissions avec une revue de presse économique pour faire le point avec vous, puis dans notre revue mensuelle avec des analyses financières et des solutions de décentralisation, et surtout dans notre stratégie anti-CBDC. Plus de 3 heures de contenu exclusif et gratuit pour apprendre concrètement à préserver votre épargne. Au programme, protection anti-crise, anti-banque, anti-État et bien d'autres solutions. Le temps joue contre nous, mais on peut se défendre.